Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. S'il y a bien une chose qui ne fait pas défaut aux vieux fans de Star Trek, c'est bien la mémoire puisqu'ils pinaillent sans cesse sur tout plein de petits détails de la série et sur le canon global, et ce depuis plus de 50 ans. Alors est-ce que l'épisode du jour laissera à penser qu'il faudrait lâcher du lest et oublier certaines choses? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Engage. Hold on to your saddles, it's gonna get a little choppy. Scans can't penetrate Rigel 7's atmosphere. This is an undercover recon operation. Enterprise needs to clean up its own mess. This isn't a normal planet. The radiation affects your brain. Who are you? I don't know. That doesn't sound good. Time loss, fear, and then you forget. Help! We need help! Working. Pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul. Il est de retour, il nous avait beaucoup manqué et c'est notre capitaine au cerveau positronique. Salut Manu. Salut tout le monde, content de vous retrouver aussi. Alors elle nous a un peu manqué car elle était absente la semaine dernière, c'est notre enseigne Marie-Paul. Salut Marie-Paul. Mais dis donc, elle est où ma promotion? Ah oui, t'es passé lieutenant, exact. Salut tout le monde. Excusez-moi, je préfère aller sur ma promotion avant de vous dire bonjour, il y a des priorités dans la vie. T'as raison, Marie. Et en fait, quelqu'un qui nous a pas manqué du tout, c'est Raymond Brami. Salut Romain. Salut tout le monde, je tiens à dire que je vais pas être là ce soir, je remplace Marina, donc je passerai la soirée à parler de Game of Thrones et The Expanse. Ce qui devrait être passionnant vu que je n'ai pas vu The Expanse, donc ça devrait être vraiment facile. Non, mais tu nous diras ce que t'as lu cette semaine. Ah oui, évidemment. Avant de commencer, c'était juste pour faire un petit point. Il y a eu une interview d'Akiva Goldsman qui est sortie cette semaine où en fait, la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais émis l'hypothèse, voilà, la timeline qui avait été ramenée dans Strange New Worlds pour dire, pour corriger les histoires de canon. Et puis il y a Romain qui me disait, mais non, mais je pense qu'ils veulent juste en fait ramener l'histoire de Khan dans le futur de notre présent à nous. Et visiblement, effectivement, dans l'interview d'Akiva Goldsman, c'est ce dont il est question. Leur motivation, en fait, c'était ça, c'est de faire en sorte que les guerres eugéniques fassent partie de notre futur pour respecter un petit peu le souhait de Gene Roddenberry d'imaginer que Star Trek fasse partie de notre futur à nous. Bon, alors moi je trouve que c'est un peu bancal de toute façon d'imaginer que Star Trek c'est notre futur, mais peu importe, dans ma tête, c'est une troisième timeline et puis c'est tout. En tout cas, avant de parler de l'épisode 4, revenons un peu sur les épisodes 2 et 3, parce que finalement, la question que je posais sur la mémoire dans mon introduction concernait peut-être plutôt l'épisode de la semaine dernière. Alors Manu, toi qui n'étais pas là depuis le premier épisode, qu'est-ce que tu as pensé des épisodes 2 et 3 ? C'est le moment où je me fais pas des copains, c'est ça ou pas? Tu peux y aller, hein. T'inquiète, on s'est pas fait des copains non plus. Non, parce que le 2, je sais qu'il a été beaucoup aimé et moi, il m'a pas mal énervé en fait. Parce que je trouve qu'il fait bien son taf de ce qu'il fait, c'est-à-dire un film de tribunal, mais juste un film de tribunal et pas un épisode de tribunal de Star Trek. Je trouve que c'est dans la facilité, que ça comprend pas ce qu'était la vision de Roddenberry ou ce qu'il voulait montrer à l'époque, c'est-à-dire un futur idéal de la Terre et pas un futur idéal des États-Unis. Et littéralement, ils assimilent Starfleet aux États-Unis avec des problématiques en mode on sort les violons, sauf que c'est des problématiques qui sont même pas résolues aux États-Unis. Il faudrait peut-être vous poser là-dessus avant. En fait, ça pose un idéal de Starfleet qui est un idéal américain qui n'existe pas. Donc ça m'a énervé un petit peu. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'épisode 3 à côté. Donc sachant que j'avais eu des oui-dire de le 2 est bien, mais il y en a 1 sur 2 seulement qui est bon, je me suis dit, je suis perplexe. Donc non, le 3 j'ai beaucoup aimé. Alors déjà j'aime bien Lan, malgré son historique. Je suis assez d'accord avec toi Guigui, hein. L'épisode est là pour moi pour dire que la timeline est corrigée en permanence en fait. Mais par contre le fait qu'Akiva Goldsman dise qu'ils ont fait ça pour coller un truc des États-Unis encore, ça un peu l'idée que j'avais du 2 quoi. Je trouve qu'ils insistent trop sur un truc qui devrait être plus subtil ou parce que la rigueur ce niveau de subtilité on l'avait dans le passé et bien meilleur. D'ailleurs le 2, un truc qui m'énervait, c'est que pour moi ils ont pas compris l'idée des tribunaux dans Star Trek, parce que normalement un tribunal dans Star Trek, un épisode procès, on en a beaucoup à travers toute la saga. Un épisode de tribunal, quand on a le défenseur, que ce soit Kirk, que ce soit Picard ou qui que ce soit, il est là pour convaincre le procureur, il est pas là pour convaincre le juge. Et l'épisode 2, c'est convaincre le juge et c'est tout quoi. Donc ça m'a d'autant plus énervé, d'autant que c'est littéralement que des noirs qui sont à la défense et le juge est blanc. Le niveau subtilité, voilà. J'ai bien aimé le 3, j'ai pas aimé le 4. J'ai pas aimé le 2. Le 4 on y revient, parce qu'en l'occurrence je l'ai pas aimé. Et puis moi j'aime bien Kirk
le Kirk alternatif du coup. T'aimes bien Paul Wesley? Kirk Wesley. Ouais, déjà j'aime bien l'acteur et j'aime bien son Kirk. Mais en plus là on a un petit Kirk alternatif, les épisodes de voyage temporel, moi j'aime bien. Donc, voilà. Tiens d'ailleurs, Guigui, tu parlais de l'interview d'Akiva Goldsman. Il y a aussi une interview de Paul Wesley cette semaine où il disait qu'en effet il n'avait pas joué Kirk comme Kirk car il considérait également que c'était un Kirk alternatif qui avait une vie totalement différente également. Ce qui pour le coup fait sens. Ce qui est complètement le cas en Mhm. l'occurrence. Et toi, Marie-Paul, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode de la semaine dernière? Que c'était gentil. Ok. Voilà, c'était mignon. Lan est super, évidemment. Kirk, moi, Paul Wesley, il me laisse un peu dubitative, mais c'est pas parce qu'il joue Kirk ou pas, c'est juste l'acteur en lui-même que je sais pas, à voir sur le long terme qu'est-ce qu'il en ressort, comment est-ce qu'il s'en sort et comment il joue tout ça. C'était sympa, mais ça me fait un peu le même effet que l'épisode d'aujourd'hui, en vrai. On n'a jamais été aussi proche du Relativity par contre. C'est vrai. C'est clair. Mais du coup, moi, je continue à y croire. Un jour, on le verra. Vraiment, j'en suis sûr. Du coup, on va commencer à parler de l'épisode 4, mais avec un premier tour de table sans spoiler. Comment est-ce que vous avez trouvé l'épisode de cette semaine sans spoiler? Donc, on va commencer par Romain, tiens. J'ai exactement ce que j'attends de Strange New Worlds, c'est-à-dire des épisodes l'honneur qui ramènent vraiment aux origines de Star Trek, peut-être même presque plus à Star Trek classique qu'à Star Trek la nouvelle génération. Moi, c'est ce que j'attends de la série, donc j'ai vraiment, je l'aurais certainement oublié dans 6 mois, mais je suis très satisfait de cet épisode. Et toi, Manu? Assez d'accord avec Romain en fait. Moi, ce qui perturbe les gens, j'ai l'impression que c'est un épisode qui ressemble vachement à TOS, et c'était le postulat de la série. Donc je ne suis pas mécontent de ce point de vue, on attendait la série pour ça. Donc dans l'idée, ça m'a vachement rappelé TOS. Alors on y reviendra. En l'occurrence, quand je regarde TOS maintenant, je me dis, comme Marie-Paul, justement, c'est que ça a vieilli, et ça dure 48 minutes pour un truc qu'on a compris en 20, et maintenant on est en 2023, donc on pourrait faire plus efficace. Mais au moins l'idée est là, quoi. Je trouve qu'il y a une base solide. Ok. Et toi, Marie-Paul? Alors, c'est pas parce que c'est un loner que j'ai trouvé que c'était un épisode un peu mou. Hein. Je suis très fan, justement, je l'avais dit pour la saison 1, que enfin on ait des épisodes loner et que malgré qu'il y ait le fil rouge du trauma de Pike, je suis contente qu'on fasse des épisodes one-shot. Là, c'est juste que Manu a volé mes mots, mais on est en 2023 et j'aurais aimé un peu plus, que ça creuse un peu plus en vrai. On va en parler dans la partie spoiler, mais ça m'a posé plein de questions. Et je crois que Guigui, toi aussi, ça t'a posé plein de questions et le côté un peu, ils sont pas allés assez loin, je trouve, dans l'écriture. J'aurais préféré en voir plus. Ah, c'est vrai que un peu souvent, comme dans les nouveaux Star Trek, il y a des concepts de base qui sont intéressants, mais ils le seraient d'autant plus si ils approfondissaient un petit peu les sujets. Et effectivement, là encore, il y a un peu des manques par rapport à ça. Mais ceci dit, moi, je suis de l'avis de Manu et Romain, c'est-à-dire que moi, j'ai bien aimé parce que ça remplit le cahier des charges. Ce pourquoi on regarde, on l'a, c'est-à-dire une sorte de remake de TOS. Ça s'axe beaucoup sur les personnages, mais du coup, on passe des bons moments, comme dirait Marina. Et moi, il y a un point positif dont on peut pas encore parler parce que c'est spoiler, mais il y a un twist pour moi dans certaines choses auxquelles je m'attendais. Et du coup, j'ai l'impression que ce côté TOS à l'ancienne, où quand on regarde avec nos yeux de 2023, on connaît les tropes, donc on sait vers quoi ça va. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu conscience de ça et que du coup, ils en jouent un petit peu. Mais on y reviendra tout à l'heure. Ah, tu me rends curieux. On rentre du coup tout de suite dans la zone spoiler. Red alert! La dégradation des synapses est présente dans tout le système nerveux. Et cela affecte notre mémoire? Seule la mémoire explicite est touchée. Les informations et les faits. La mémoire implicite, les procédures qu'on acquiert et qu'on peut se rappeler par instinct ou par émotion, ces souvenirs restent intacts. Vous pouvez répéter? Je pourrais soigner un petit bobo, je l'ai fait des centaines de fois. Mais je ne me souviendrai pas que c'est mon travail de le faire. Et je ne saurais pas faire de procédures compliquées, ni de chirurgie. C'est ce qui se passe. Et un tiers de l'équipage est déjà touché. Nous oublions qui nous sommes. Qu'est-ce que c'est? Tous les membres essentiels de l'équipage doivent avoir sur eux leur dossier, au cas où ils oublieraient. C'est un pansement, pas une solution. Combien de temps avant qu'on soit tous touchés? Il n'y a pas de profil. Pas de dénominateur commun entre les patients. Mais le premier symptôme est un acouphène suivi d'une grosse migraine. D'après mes calculs, il faudrait moins d'1 heure avant que nous soyons incapables de contrôler tous les postes critiques. Selon vous, quelle en est la cause? La plus réaliste, c'est que c'est dû à une sorte de radiation. Ça a commencé à notre arrivée ici. Nous n'étions pas restés aussi longtemps il y a 5 ans.
Rigel 7 en est certainement la source. Il faut s'enfuir, mais pas avant de les récupérer. On ne peut pas abandonner l'équipe de reconnaissance. C'est ça. L'équipe. Et le cap, et le capitaine, et... J'arrive pas à réfléchir. Venez à l'infirmerie. Je ne veux pas abandonner l'équipe au sol, mais on doit assurer la sécurité de l'équipage, puis changer notre trajectoire. Qu'on reste à proximité. Si ça se passe aussi mal ici pour nous, qui sait comment c'est en bas? Warning. Alors, l'épisode 4, parmi les mangeurs de lotus. Alors, j'ai pas compris le titre. Moi non plus. C'est la C'est quoi, traduction en anglais française, et puis en anglais, il Et me en semble anglais, que c'est c'est ça. pareil, mais j'ai pas compris. Il y a vraiment une référence qui nous manque pour le comprendre, ce titre. Donc, il a été écrit par Kristen Beyer et David Perez et réalisé par Eduardo Sanchez. Alors, il y a juste un truc qu'il faut noter, c'est que Kristen Beyer, c'est une romancière. Elle fait des romans, des bouquins Star Trek Voyager depuis plus de 20 ans. Donc, c'est quelqu'un quand même qui est très ancré dans les séries Star Trek. Et je trouve que ça se ressent par plein de détails dans cet épisode, parce qu'il y a plein de justifications qui sont apportées ici ou là pour nous dire « Ah, mais ça, c'est cohérent parce que ceci, ça va parce que cela. » Et c'est à chaque fois des petits détails, des petits détours, des petits bouts de répliques. Mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça fait le job et ça rend la chose cohérente, même si il y a quand même encore des petits points de détail qui malgré tout coincent un petit peu. D'ailleurs, on va en parler tout de suite, parce que l'épisode donc nous montre un retour sur une planète bien connue, sur laquelle le premier contact s'était extrêmement mal passé. Le capitaine Pike et son groupe de débarquement se retrouvent maintenant à tout oublier en y retournant, y compris leur propre identité, et ils vont du coup affronter un fantôme du passé. Alors l'épisode, il commence très gentiment par une scène de dîner entre la capitaine Battelle et le capitaine Pike, qui lui fait... à manger. Donc c'est un dîner romantique très sympathique. Moi je suis toujours charmé par la capitaine Battelle, donc moi je suis toujours content de la voir. Je trouve leur relation bizarre. Tu trouves leur relation bizarre? Pourquoi? Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a un manque de confiance quelque part, j'ai l'impression. Ou une méfiance qui devrait invalider la relation en soi, quoi. Moi je trouve qu'il est trop bien pour elle. Ah, le relou, putain, on a à peine commencé la première scène déjà, quoi. Ça me fait plaisir que tu sois là, Romain. Je trouve qu'elle est pas au niveau. Je sais pas. Moi, ce qui me perturbe, c'est il fait toujours hyper à bouffer et jamais il y a personne qui finit un seul plat. Il y a jamais personne qui finit une fucking assiette. C'est du gâchis. Mais après, quel est le mec? Et tu vois, c'est là où on voit que c'est de la fiction. Les mecs sont pragmatiques. Un mec ne te ferait jamais à bouffer pendant 3 heures pour te quitter au début du repas. D'abord, il irait au bout du repas. Ensuite, il essaierait d'obtenir quelque chose. Et après, il te quitterait. En fait, non, ça, c'est que tu penses comme un macroniste, Romain, c'est pour ça. C'est ça, les mecs et là, de droite, clairement, c'est impossible qu'un mec te fasse à bouffer 3 heures pour te quitter au début du repas. Là, c'est pas du tout établi qu'il prémédité. cuisine pour le plaisir, donc... Ouais, déjà, il cuisine pour le plaisir. Ensuite, la rupture, donc j'allais y venir, il rompt, effectivement. Elle n'était pas du tout préméditée. Elle arrive un peu comme ça dans le fil de la discussion, parce que il se rend compte qu'à cause des épisodes précédents, donc à cause de lui, elle a raté une promotion. Guigui, je t'arrête tout de suite sur ton explication pragmatique. Romain, il a juste dit un mec normal se dirait je peux peut-être la baiser avant. Non, Romain, je suis pas d'accord avec cette affirmation. Je suis pas d'accord non plus. Je suis pas d'accord avec ça, de toute façon, parce que pour moi, comment dire, la rupture, elle découle de cette conversation avec l'amiral qui lui a refusé donc sa promotion à Battelle, etc. Et donc du coup, ça lui donne une excuse pour rompre avec elle, parce que visiblement, je pense, ça le travaille depuis un moment. D'ailleurs, la conversation qu'il a avec Una juste après, le montre bien. Mais pour moi, la vraie raison, c'est qu'il sait ce qui va lui arriver dans 6 ans. Donc, c'est vrai que je trouve un peu l'épisode bizarre. Manu, tu parlais de confiance. Est-ce que tu peux développer un peu? Parce que c'est vrai que moi, je comprends pas trop cette relation non plus. Mais je sais pas, mais déjà j'ai presque l'histoire, elle donne envie d'être d'accord avec Romain, pas sur le point qu'on vient de citer, mais sur ce qu'il disait avant, sur le fait qu'elle est pas assez bien, parce qu'ils nous ont quand même utilisé ce personnage en tant que procureur du côté des méchants dans l'épisode 2, quoi. Et pourquoi en fait? Parce qu'à partir de l'épisode 2, tu te dis mais ça peut pas marcher déjà. Et j'ai l'impression qu'on nous étale une histoire qui peut pas marcher, et parce que ça colle pas au niveau de ce qu'on nous fait faire des personnages, quoi. Enfin, ce qu'on connaît des personnages, même si on la connaît que quasiment à travers cette relation, ça a l'air des personnages trop intègres pour accepter ce qu'ils font l'un l'autre, en fait.
Après, moi, ce que je comprends dans tout ça, c'est ce qu'ils essayent de dire, ce que je trouve plutôt sensé, c'est l'impossibilité pour un capitaine de Starfleet d'avoir ne serait-ce que l'ombre d'une relation amoureuse. Et en fait, jusqu'à présent, on avait eu 2 archétypes. On avait eu Kirk, bon, même si ça a été un peu monté en épingle, mais en gros, qui saute sur tout ce qui bouge dès qu'il va dans une mission, voire au sein même de son équipage. T'avais Picard qui, lui, vivait comme un moine, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il a quasiment aucune relation sur les 7 ans que dure Next Generation. Bah, il a quand même réussi à faire un fils, c'est pas non plus... Ouais, mais après Next Generation, en l'occurrence. Et en effet, là, ce qui t'explique, c'est que en étant capitaine, en gros, toute vie est impossible. Alors là, en plus, c'est 2 capitaines qui se comprennent parce qu'ils ont la même vie, en fait. Et moi, pour le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. C'est plus, je trouve, c'est un problème pour moi très basique. Personnellement, par rapport justement à l'épisode de la semaine dernière avec Lan et Paul Wesley, moi, quand je dis qu'elle est trop bien pour elle, évidemment, j'étais dans la plaisanterie. Mais par contre, je trouve qu'il n'y a aucune alchimie entre ces 2 acteurs, en fait, si tu veux. Et il n'y a aucun moment où je sens vraiment une passion, je sais pas, j'y crois pas. Et pour moi, en plus, ils opposent ils se posent en 2 représentants de capitaines de Starfleet différents. Il y en a un qui est... Enfin, elle s'accroche au règlement, lui il s'accroche à la morale. Et l'épisode le montre d'ailleurs, il va un petit peu niquer la prime directive, la détourner pour son bien, quoi. Et voilà, pour ce qu'il pense être le bien de cette population en tout cas. Ce qu'elle ne ferait pas probablement dans la façon dont elle est décrite, dans la façon dont elle s'est placée en tant que procureur du côté application des règlements et choses comme ça. J'ai l'impression que ce qu'on nous montre surtout, c'est pas forcément que 2 capitaines peuvent pas aller ensemble, c'est que c'est à partir du moment où ils s'accordent pas où leur valeur centrale est pas la même, enfin ce qu'ils mettent comme chose plus centrale au niveau de la valeur, ça peut pas marcher. Ouais. Et en plus, on sait que ça marchera pas puisqu'on sait ce qui va se passer après de toute façon. Donc oui, effectivement, c'est bizarre. Moi, enfin, si vous voulez, moi je me disais que la rupture provoquée, c'était une excuse parce que Pike, sachant ce qui va lui arriver dans quelques années, il se dit ça sert à rien de la faire souffrir ou je ne sais quoi, mais visiblement, ça n'a pas été évoqué du tout dans l'épisode, en tout cas dans l'écriture. Ouais, c'est dommage d'ailleurs. Il n'y a rien qui va dans ce sens-là, et alors que ça me semblerait logique. Moi, à sa place, je me dirais, je vais pas m'investir plus dans une relation dont je sais qu'elle est finie d'avance et qu'en plus de ça, plus ça va durer, plus ça va la faire souffrir quand les choses vont arriver. Moi, je pense que vous vous projetez trop et que c'est juste que ça va pas et qu'ils sont sur 2 chemins différents. Oui, non, mais t'as raison. C'est un vieux couple. Romain, tu dis qu'il n'y a pas d'alchimie. Pour moi, c'est un couple qui est ensemble depuis longtemps, que donc il y a moins l'étincelle comme il peut y avoir dans un jeune couple, machin, et que effectivement, il y a les derniers événements qui se sont passés ont peut-être se fait prendre conscience à l'un comme l'autre que finalement, ils sont pas, ils s'aiment, mais continuer. Ensemble, peut-être pas le meilleur des choses. Et moi, je ne me suis pas du tout projetée dans le fait qu'il allait avoir traversé cette épreuve 6 ans plus tard, quoi. Je trouve que ça soulève une question, parce que je suis team Marie-Paul, mais un peu de facto de plus, parce que pour moi, l'histoire de il va mourir, c'est réglé en saison 1, c'est plus sa préoccupation principale en fait. Il a accepté le truc, et il a accepté que c'est pas pour autant qu'il peut pas faire des choses pendant qu'il vit, quoi. D'accord. Donc j'ai l'impression que c'est plus problématique pour lui. Et du coup, le fait que vous vous posiez la question par rapport à ça, est-ce que c'est pas clair ? Enfin, moi, c'était clair pour moi. De ce que tu dis, c'est clair, mais pour autant, la question de nouer une relation et puis de laisser ensuite quelqu'un derrière toi, c'est une autre question quelque part, tu vois, à laquelle j'ai l'impression qu'ils sont... Après, c'est une question d'être honnête avec la personne aussi. Hein. Enfin, je sais. Oui, voilà, c'est ça. Mais elle n'est pas au courant, puisqu'à chaque fois qu'elle lui demande ce qui s'est passé, en tout cas dans la saison 1, il lui répondait « c'est secret défense, je peux rien te dire ». Donc... Par ailleurs, moi, l'autre truc qui m'a un petit peu plus gêné finalement, autant j'ai trouvé ça très malin d'utiliser le Vulcain de l'épisode précédent qui se venge de manière assez mesquine pour bloquer sa promotion à la capitaine, hein, je parle, pas à Pike. Autant j'ai pas très bien compris la connexion qui se fait dans sa tête. Ah, c'est de ma faute? Bah non, déjà c'est pas de ta faute, c'est elle qui depuis le début a arrêté Una, a tout mené le truc, donc je vois pas très bien pourquoi c'est de ta faute. Et j'ai pas très bien compris en quoi c'était déclencheur de cette rupture. C'est pour ça que je dis que c'est, encore une fois, blague à part, mais je vois pas en quoi ça peut être un déclencheur d'une rupture en fait. C'est beaucoup trop Team Pike. Et d'ailleurs, tu me rappelles un détail qui m'énerve encore plus sur l'épisode 2, parce qu'à la rigueur, à l'épisode 2, on pouvait défendre que non, il mettait pas un Vulcain en tant que méchant. Le fait qu'il fasse ça, c'est quand même un move de méchant. Ah bah c'est un fils de... Hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Moi, je le prends pas comme ça. Moi, je me dis peut-être qu'en fait, elle surinterprète et que lui, c'est juste un Vulcain et il se dit, bon bah, vu ce qui s'est passé, objectivement, de mon point de vue, elle c'est pas logique, pas bonne. C'est pas logique.
Puis en plus, elle a pas fait d'erreur, surtout, dans l'épisode précédent, donc c'est débile. Ils se sont fait avoir par la logique qu'ils devraient respecter, d'ailleurs. C'est vrai. Bon, en tout cas, ils sont... Pike, il est perdu dans ses pensées, mais il est coupé dans son élan par rapport à un appel, parce qu'il y a une mission en cours qui va arriver, et là, on a sur la scène du briefing de la mission, et en fait, on se rend compte que cet épisode-là, c'est la suite d'un point d'intrigue secondaire tiré de The Cage, le pilote original de Star Trek, qui était tourné en 1964, un pilote dont on vous parle très très souvent, puisque évidemment, c'est de là dont découle la série Strange New Worlds. En fait, dans The Cage... Ça aurait été dommage de faire qu'un l'honneur, quoi. C'est de là que découle tout Star Trek, d'une certaine façon. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, le point de détail, c'est une mission qui s'est passée sur Rigel 7 dont il parle. Elle s'est déroulée en fait 2 semaines avant l'épisode The Cage, où en fait, dans l'épisode The Cage, Pike en parle à son médecin de bord, qui n'est pas le docteur Mbenga à ce moment-là. Et il lui explique qu'en gros, la mission, elle s'est très très mal passée et il se sent plus apte à être capitaine de Starfleet à cause de cette mission-là. Et donc, effectivement, on peut se dire que là, les 5 ans qui se sont écoulés, il y pense encore à cette fameuse mission sur Rigel 7. D'ailleurs, cette planète est souvent citée dans à peu près toutes les séries Star Trek. Ça ou une autre Rigel. Parce qu'il y a plusieurs Rigel, donc il ne faut pas confondre. Il y a aussi Rigel 2, 3, 4, 5, 6, 10 et 12. Donc, ça fait pas mal de Rigel. Il y a sûrement celle qui manque entre les deux, probablement. Ah oui, sûrement. C'est dans celle-ci qu'ils ont mis Cannes. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc en gros, ça veut dire que si la première mission de Rigel 7 s'est bien passée en 2254, comme c'est dit dans l'épisode The Cage, et que nous sommes 5 ans plus tard, donc nous sommes dans 2259, donc bien 6 ans avant la prise de contrôle de l'Enterprise par Kirk. Donc on peut imaginer que Strange New Worlds puisse aller logiquement jusqu'à une saison 7. En tout cas, visiblement, c'est comme ça que les choses ont l'air d'être pensées. Que diable mettez-vous là-dedans ? De la glace ? Un cocktail se boit toujours très frais. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai besoin d'un verre ? Il arrive fréquemment qu'un homme raconte à son barman tout un tas de choses qu'il ne dirait jamais à son médecin. Qu'est-ce qui vous préoccupe, Chris ? La bataille sur Rigel 7 ? Y a de quoi. J'y ai perdu mon ordonnance, 2 hommes, et ramené 7 blessés. Vous auriez pu faire quelque chose pour éviter ça ? J'aurais dû flairer le piège en voyant leurs épées et leurs armures, et au lieu de ça, je me suis laissé enfermer dans cette forteresse vide face à l'un de leurs guerriers. Vous avez une exigence pour vous-même que personne ne peut atteindre. Vous traitez chacun à bord avec humanité, excepté vous-même. Et aujourd'hui, vous êtes fatigué, et vous... En effet, je suis fatigué. Très fatigué. Je suis fatigué d'avoir la responsabilité d'une centaine de vies. Fatigué de décider quelle mission est trop risquée et quelle autre ne l'est pas. De qui va y participer ou rester à bord. De qui va vivre. Et de qui va mourir. La scène de briefing, elle est plutôt cool parce que voilà, il donne plein de détails pour essayer de justifier pas mal de choses. Mais il y a quand même un détail, moi, que j'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi, effectivement, ils sont allés sur une planète en uniforme, alors que, visiblement, ils disent que c'est des mecs qui sont à l'âge de bronze, donc oui, les choses, elles pouvaient mal se passer. Et puis, ils se rendent compte que ils ont laissé du matos là-bas, et comment c'est un peu possible, quoi, qu'ils aient oublié de laisser du matos. Alors moi, je me suis dit qu'en fait, le problème de l'épisode, c'est ces fameuses radiations qui font perdre la mémoire, etc. Un peu, ça pourrait être à l'origine du fait qu'ils aient pris des décisions de merde à l'époque, mais pour autant, ils ont des inventaires. Ils peuvent quand même remarquer qu'il manque des flingues, par exemple. Ça, j'ai pas compris, par exemple. Non, mais c'était assez clair que, pour moi, la Prime Directive était rompue, qu'ils avaient des membres d'équipage qui étaient restés sur place et tout. De toute façon, rien d'un point de vue... Ils le disent clairement que c'était rompu, de toute façon, oui. C'est un échec, c'est tout. Il n'y a même pas à chercher à comprendre, en fait. Ce qui va pas, c'est qu'ils ont l'air de découvrir qu'ils ont oublié du matos là-bas. Et c'est pas un peu de matos qu'ils ont oublié, c'est quand même pas mal de guns. À partir du moment où ils ont laissé des mecs derrière, de toute façon, le symbole ça. De Starfleet, il était sur l'uniforme. Hein. Mais ça aurait pu être juste ça qui faisait qu'ils avaient le symbole et qu'ils le reproduisaient. Non mais d'accord, mais c'est pas ça, c'est que quand ils ont laissé tout ce matos qui est forcément noté quelque part, répertorié dans un inventaire, quand ils sont partis, ils auraient bien dû remarquer que ça manquait et que ça pouvait être que sur la planète. Lower Decks a mal fait son taf. Non, puis je sais pas, pour moi, il n'y a rien qui dit que qu'ils pensent qu'ils ont rien oublié, tu vois. Ouais, moi non plus, j'ai pas bien saisi le truc. Ils étaient en train de sauver un membre de l'équipage quand ils sont partis, et puis en vrai, je suis pas sûre
Ouais, je suis pas sûre que les radiations aient troublé leur souvenir, puisque dans l'épisode, on dit que ils n'ont pas été exposés assez longtemps pour avoir des véritables pertes de mémoire. Alors, c'est pas ça que je dis, c'est qu'en fait, moi je pense que les prises de décision au moment qui fait qu'en fait ça s'est mal passé, c'est parce qu'en fait il y a eu des étourdissements, le fameux bruit, parce que tu vois, à peine Lan, elle arrive sur la planète, déjà elle a des symptômes. Donc ce que je veux dire, qu'en fait, les décisions qu'ils ont prises sur le moment qui fait que ça a été un désastre, moi je le comprends par rapport aux radiations. C'est simplement, j'avais l'impression dans le briefing qu'ils découvraient qu'ils avaient laissé du matos là-bas et que c'est ce matos-là qui avait contaminé la civilisation de Rigel 7, mais qu'ils le découvraient alors que ok, ils ont fait de la merde, peut-être ils ont commencé à avoir des souvenirs altérés, peu importe, mais une fois qu'ils sont un peu éloignés de la planète et qu'ils font l'inventaire non seulement des pertes humaines, mais aussi des pertes matérielles, ils ont dû remarquer quand même l'immense cargaison de phasers, de matériel médical, de caisses qui manquaient, en se disant, on a laissé quand même pas mal de trucs là-bas, et puis voilà quoi. Et puis ils 5 ans après, ils y retournent seulement. J'ai l'impression que tu te choques pour pas grand-chose. La surprise, ça peut juste être, oups, ils en ont fait quelque chose, quoi. Ils étaient qu'une caisse, c'était pas 1000 caisses non plus. À la limite, si je me pose une question, moi plutôt, c'est comment ça se fait qu'ils n'ont pas essayé de nettoyer tout de suite, en fait? Pourquoi ils attendent tout ce temps pour en venir, en fait? C'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils s'en rendent compte seulement maintenant de ces oublis-là. Peut-être qu'ils espéraient que ça soit enterré sous le tapis et que finalement, avec l'image du satellite, ils se rendent compte que non, ça a pris une ampleur catastrophique, quoi. Après, si tu suggères qu'il y a des erreurs d'écriture, on ne sera pas la première. Donc, non. Ah oui, c'est vrai. Ça ne me perturbe pas non plus, quoi. Ok, alors passons à la suite. Au journal de bord de Ortegas, qui est toute contente d'aller en mission. On se doute que ça n'arrive pas souvent dans la saison. On se doute que ça va arriver dans la saison au moins une fois, que ça fera comme une sorte de mini-arc qui pourrait être bouclé dans cette saison 2. Et moi, j'ai trouvé ça vachement mignon. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas Ortegas. Moi, je l'adore. Trop bien. J'adore sa fraîcheur. Même si elle parle mal à Spock, moi, je trouve que ça va. C'est pas... Ça pourrait être un personnage qui ferait crossover avec Lower Decks très facilement. Exactement, complètement. Et en plus de ça, moi j'ai trouvé ça trop mignon. Elle est contente de partir en mission avec une mission, une équipe de détachement sur la planète. Ça lui change un peu de simplement piloter l'Enterprise. Et que finalement, comme il y a des problèmes avec des astéroïdes, des fragments autour de la planète qui se promènent et que il faut avoir un pilote chevronné pour piloter l'Enterprise pendant que Pike est sur la planète, et que du coup elle peut pas partir en mission avec les autres et qu'elle est déçue. Moi j'ai trouvé que c'était sympa. Elle fait trop de peine quand elle apprend qu'elle part pas. Alors qu'elle a un super bonnet. Ouais. Les costumes d'ailleurs, notez que les costumes sont vraiment super dans cet épisode. Il y a un super travail. Girafe a d'ailleurs fait une story Instagram dans laquelle elle parle des costumes et de la costumière. Je suis désolée madame, je n'ai pas noté votre nom. C'est Bernadette Croft, en effet, qui était qui est à Comic-Con d'ailleurs tous les ans, et qui est une fille très sympa que Girafe connaît un petit peu. Et d'ailleurs, l'actrice qui interprète le rôle de la pilote, donc j'ai oublié le nom du personnage et le nom de l'actrice, mais c'est pas grave, avait posté des photos d'elle parce qu'elle trouvait que c'était l'un des uniformes les plus cool de la saison qu'elle avait porté en fait. Ouais, je crois que même Anton Mount, il avait pris des photos aussi pour montrer à quel point le costume était sympa. Mais c'est vrai que d'ailleurs les costumes, j'ai regardé un peu, j'ai revu le passage qui se passe sur une illusion de Rigel 7 dans The Cage, et oui, ça ressemble un petit peu à ce genre de truc là. C'est plutôt raccord. C'est la planète qui ressemble pas trop pour le coup. Ils avaient une planète très rouge avec une énorme lune. Le décor était assez mythique et ils ont pas trop essayé de le suivre. Ils sont pas forcément au même endroit parce que c'est une planète, donc il y a plein d'endroits différents. J'imagine sur cette planète plein de typologies différentes, mais surtout il y a un château. Et Rigel 7 est vraiment réputé pour ses nombreux châteaux. Et c'est vrai que le château qu'on voit dans The Cage est complètement différent de celui qu'on voit dans l'épisode là, mais voilà, on comprend qu'il y a plein de châteaux partout autour de cette planète, quoi. S'ils sont à l'âge de bronze, comment ils font des châteaux? Avec du bronze. Avec des météorites. C'est littéralement ce qu'il dit dans l'épisode, du coup. Donc, ça me perturbe pas trop. Donc il y a Pike Lan et le Dr Mbenga qui atterrissent, et les premiers bourdonnements arrivent tout de suite. Et moi, ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'ils sont en mission undercover, ils sont devant le château, et puis ils se disent comment on va faire, on va s'infiltrer comme des serviteurs, etc. Mais hop, ils sont directement topés par les Kalars qui captent tout de suite que c'est des gens de Starfleet, et donc ils sont directement c'est bon, l'infiltration elle est réussie, t'es tout de suite prisonnier. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa, et donc ça nous mène directement au petit twist de l'épisode. En tout cas, un des twists, c'est que finalement un des personnels de Starfleet que Pike pensait être mort déjà dans The Cage,
Et donc ça fait 5 ans qu'il est un petit peu coupable, il se sent un peu coupable de ça. Donc comment il s'appelle, Zacharias, et ben finalement n'est pas mort et est devenu le souverain de ce bout de Rigel 7. C'est classique TOS, ça. Ouais, complètement. De ouf. Complètement. Bon, on l'a déjà vu. Alors, j'ai pas noté, je me souviens plus des épisodes, mais effectivement, tout ce scénario-là, ça rappelle au moins 2-3 épisodes qui seraient un peu combinés. Donc oui, c'est du déjà vu et revu. On est complètement dans ce que tu disais, Romain, tout à l'heure, c'est que c'est clairement une sorte de remake, en fait, de TOS, quoi. C'est du déjà vu, mais pas depuis longtemps, quoi. Enfin, c'est du modernisé. Pour le coup, je trouve ça pas mal. Oui, non, ça passait. Franchement, ça va. Ouais, puis en plus, moi, je trouve que l'acteur qui joue Zach, il est plutôt pas mal. Et ouais, il m'a paru convaincant, quoi. Et les décors sont très sympas. Même les casques et tout, je trouve que tout fait toast dans cet épisode. Même les casques qu'ils portent, on comprend d'ailleurs leur utilité plus tard dans l'épisode. C'est très magnéto comme utilité. Je trouve que tout ça, je sais pas, il y a vraiment un feeling rétro qui est vraiment réussi, comme depuis tout le début de Strange New Worlds, en fait, quoi. Au moment où on est... Où on est là, on a déjà des symptômes ou pas? Je me souviens plus de. Ouais, il y a Lan qui a un petit bourdonnement et qui a une absence. Ça veut dire qu'elle a pas capté qu'ils avaient déjà marché depuis plusieurs heures, quoi. Parce que moi, quand justement ils sont arrivés, les gardes, et on en vient au twist où on saura que c'est un twist plus tard, du coup, je me suis direct dit les casques, c'est pour les protéger de ça, en fait. Et ce que ça m'a fait penser, Star Trek ayant beaucoup infusé la science-fiction, et la science-fiction me disant que quand il y a des gens qui perdent la mémoire, il y a des gens qui s'amènent avec des casques, c'est probablement une classe dominante qui est là pour les contrôler, quoi. Ça m'a direct donné une partie du plot, mais je m'attendais à ce que ce soit un plot à la chose qu'on a vu dans 1000 séries ou 1000 œuvres de fiction. On laisse les gens perdre la mémoire pour les contrôler, en fait, pour produire ou autre. Et en fait, pas du tout, quoi. C'est presque accidentel qu'ils se retrouvent à être protégés. Après, ils l'exploitent. C'est comme une classe dominante qui exploite ceux qui ont perdu la mémoire. On est d'accord, mais l'origine n'est pas... Ah oui, elle n'est pas volontaire. L'origine n'est pas volontaire. C'est une opportunité, c'est un effet d'aubaine pour la classe dirigeante d'avoir fait ça, quoi. Ouais, tout à fait. Je tiens à dire que les bourdonnements sont très réussis. Mon chat était perturbé à chaque fois que ça sortait de la télé. C'était assez fascinant à regarder. Ouais, ces scènes étaient réussies. Toutes les scènes d'effacement de mémoire étaient réussies. Et j'ai trouvé que la scène où il se réveille dans la cage, c'était pas mal, particulièrement anxiogène, en fait. C'était vraiment, ça m'a m'angoissé, cette scène, en fait. Ouais, c'est vrai que les acteurs sont vraiment bons là-dessus. Quand Lan se réveille et qu'elle commence à agresser un peu Pike, qui lui-même commence à perdre petit à petit la mémoire. Mbenga, il est dans un coin, tu sais pas s'il a perdu la mémoire ou pas, et c'est qu'au bout d'une bonne minute que tu comprends que si, en fait. Et que, ouais, non, franchement, ouais, c'était vraiment pas mal, quoi. Puis c'est un petit clin d'œil au titre du premier épisode. The Cage. Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, voulez-vous l'explication du titre de cet épisode? Parce que j'ai ma casquette Marina aujourd'hui, donc il faut que je vous la donne. Un peu. En fait, c'est une référence à l'Odyssée d'Homère, évidemment. Et en fait, les mangeurs de lotus, c'était des gens qui mangeaient des plantes pour oublier des plantes qui leur faisaient oublier leur rôle dans la vie. Et à cause de ça, ils ne vivaient une vie qui n'avait destination qu'à se satisfaire immédiatement. Ils n'avaient pas de vue du long terme. Ah ouais, merci. J'avais complètement oublié. C'est très à propos, du coup. Très à propos. Ah, mais faut avoir la rêve, quoi. Ah, faut un peu de culture, Guigui. Je comprends pas que tu connaisses pas l'Iliade et l'Odyssée par cœur. Je les ai en grec ancien qui traînent quelque part. Ouais, exactement. Moi, je l'ai lu en grec ancien régulièrement. Arrête, lui dit ça pour rigoler, mais Marina, je suis sûr qu'elle l'a fait pour de vrai. Ah non, mais après, moi, j'ai vraiment lu des passages de l'Iliade et l'Odyssée en grec ancien. J'ai vraiment les bouquins en grec ancien et français chez moi quelque part. Et d'ailleurs, ce titre rappelle l'épisode 7 de la saison 2 de The Expanse, donc on le sait tous, où le personnage de John rencontre le personnage de Terry et en fait oublie que le roi du trône est... voilà quoi. Avec le dragon, tout ça, ouais. Que le dragon a mangé Mais Jon c'était un Snow, bon moment quand même. Et Hodor. Tu fais une bonne Marina, Romain. Ouais. Ouais, donc en fait, ensuite, ils sont amenés faire un peu des travaux forcés et il y a un vieux qui les prend un peu sous son aile pour leur expliquer. Alors voilà, moi j'ai un totem, donc tous les matins, je me réveille, je sais ce que je dois faire et je le prends bien. Et du coup, je vous amène pour votre journée de travail. Alors toi, tu vas tailler des cailloux, toi, tu vas couper du bois. Alors, dans un même espace... Parce que ça sera pratique pour la bagarre. Ça fait vraiment décor à l'ancienne TOS. Ouais, complètement. Là, pour le coup. Là, on est dans l'hommage, vraiment. On a un marteau, on tape sur une pierre, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'on fait, comment, ni quoi, mais c'est pas grave. Et puis Mbenga qui
Il y a un tronc Ici, d'arbre. un tronc d'arbre, là, tu fais OK. Oui, c'est surtout la scène de Mbenga qui est... En plus, elle revient plusieurs fois. Il est toujours sur le même bout de tronc. C'est ça. Il est pas très motivé, hein, c'est clair. Non. Et du coup, bien sûr, bagarre pour s'évader. Bagarre. Et Lan est blessé pour le coup. Bon, c'est une bagarre quand même qui est vachement moins gênante que dans l'épisode 1, on est d'accord quand même. Ah oui, non, mais j'ai même pas compris pourquoi vous aviez évoqué cette bagarre. C'est Roman Nijita qui a évoqué cette bagarre, mais elle m'a semblé... Oui, ça dure 30 secondes, ça va. Ouais, elle est normale, ça n'a rien à voir avec le truc hallucinant de la saison 2, quoi. Roman Nijita, lui, il n'a pas aimé l'épisode et il a trouvé que c'était chiant et très long et ouais, il n'a pas aimé, quoi. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a ils réussissent à s'enfuir. Hein. Par contre, le vieux monsieur, référence, moi ça m'a rappelé un de mes films chouchou qui est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah oui. Et, ah bon et j'ai bien aimé cette idée de finalement, est-ce que tu peux choisir de perdre la mémoire si voilà. Et ça va pas très loin dans l'épisode. Enfin, ça reste un peu en surface, mais j'ai trouvé ça touchant, ce petit bout de scénario. En fait, il explique que les émotions restent, même si on ne sait pas pourquoi. Donc, il explique que si Pike se sent lié à Lan et Mbenga, c'est parce que il s'aimait bien avant de perdre la mémoire et que les émotions restent. Et donc, il y a quand même une sorte de mémoire quelque part qui persiste. Et une mémoire instinctive aussi, c'est important dans le reste de l'épisode aussi. Hein. Mais du coup, c'est vrai et que de répétition aussi. Pike, ce qui aurait été intéressant, c'est peut-être de jouer avec le fait qu'il ait envie de perdre peut-être la mémoire parce qu'il sait ce qui va lui arriver et que d'instinct il aurait pu se dire par exemple j'ai pas trop envie de retrouver la mémoire, je sais pas pourquoi mais j'ai pas trop envie, mais je dois le faire parce qu'il faut sauver Lan. Voilà, je trouve qu'il y a un petit manque par rapport à ça parce que c'est vrai que tu surinterprètes encore trop via ce trauma, je pense vraiment qu'on est passé oui, mais là oui, ça serait logique. Ça serait logique d'en parler, quoi. C'est le moment. Sauf que dans les scénarios, ils sont passés au-delà, quoi. Parce qu'en fait, c'est vrai, moi, en plus, c'est ce que j'avais dit l'année dernière. J'avais dit, j'espère qu'ils vont, dans la saison 2, qu'ils vont pas nous en reparler à chaque fois, etc. Mais là, en l'occurrence, ça me semble bizarre de pas le faire. Donc, c'est vrai que je suis un peu entre les deux, hein, entre l'envie de pas trop qu'on en parle et puis se dire que, oui, mais quand même, ça aurait été un peu logique d'utiliser cette carte-là ici. Au final, il a juste oublié sa vieille blonde qui sert à rien. Quoi ? C'est toi, vieille blonde. On est content que tu sois là, Romain. Ok, mais elle est pas blonde, hein. Si, elle est blonde. Mais non, elle est châtain. Mais en fait, ils s'enfuient gentiment. C'est-à-dire que ils font la bagarre et les gardes, ils font la bagarre. Ils foutent des pains aux deux gardes. Et puis Lan, elle est blessée, mais ils vont tranquilles à la hutte du vieux qui a tout oublié avec son totem, quoi. Je veux dire, la révolution, elle n'est pas compliquée dans cette planète. Hein. Surtout, il lui dit, bon, alors les souvenirs, ils sont dans un coffre gardé dans le château. Et ok, Pike, il dit, c'est bon, j'y vais. Allez, on y va. Et il a pas oublié. En route pour l'aventure, c'est un JDR, hein, techniquement, le truc. Hein. Le truc qui fait très rétro-trek et très classique, mais aussi TNG, c'est cette impression que ce sont des planètes où il y a 17 habitants, en gros. Si oui, tu veux, c'est ça. Mais moi, je l'accepte complètement parce que ça serait d'être de mauvaise foi par rapport au reste de Star Trek que de critiquer ça dans Strange New Worlds, en fait. Mais là, dans cet épisode, c'est vrai que tu le ressens grave, quoi. Vraiment, t'as l'impression qu'il y a 6 mecs qui travaillent dans les mines, 4 mecs dans le château, et ça s'arrête à peu près là, quoi. Oui, mais contrairement aux autres, là, c'est pas la capitale, le point central de la planète dont on ignore tout. Et on sait qu'il y a d'autres châteaux, qu'il y a d'autres lieux sur la planète. C'est simplement que sur ce lieu-là, c'est l'endroit où ils ont été 5 ans auparavant. Et en plus de ça, il y a le symbole de Starfleet qui a été fait dans un jardin. C'est pour ça qu'ils vont à cet endroit-là. Mais il y a d'autres endroits sur la planète. Ils sont 3 pelés entendus quand même. Même si c'est pas la capitale, tu peux avoir des centaines de personnes, quoi. Il y a 3 gardes. Oui, je vous l'accorde. C'est vrai. Et du coup, Pike, moi, je me demande de quoi ils se nourrissent. Ouais. Des pierres noires, là, qui ramassent. Bah non, ils se mangent entre eux. Depuis 5 ans, ouais, peut-être, ouais. Voilà. Depuis 5 ans, c'est peut-être ça le côté dark de l'épisode qu'on n'a pas. Peut-être que Zachary, il a mangé quelques personnes. Oh merde, putain. Non, mais après, mais ça, tu peux. Parce que le truc est. Tu vois, il y en a ceux qui sont habillés en jaune, ils coupent du bois. Ceux qui sont habillés en rouge, ils tapent dans la pierre. Tu peux imaginer qu'il y a des métiers liés à l'agriculture aussi. Ça, c'est très silo. Puisqu'il faut citer des œuvres hors Star Trek à chaque épisode. Ouais, enfin, techniquement, si c'est lui qui a mis en place, c'est aussi très Starfleet. Chaque couleur a son truc, quoi. C'est bien vu, ça. Mais bon, là, on peut se dire, là, c'est l'hiver, et puis voilà, quoi. Donc, ils ont sûrement des réserves donc quelque part. Du bois. Du bois, il faut mettre du bois dans la cheminée. Ah là là. Enfin bref, du coup, on a quand même occulté un truc, c'est que pendant ce temps, sur l'Enterprise, les gens perdent aussi la mémoire, petit à petit, parce que
Ils sont à proximité des espèces d'anneaux autour de la planète, là, des espèces d'astéroïdes qui émettent les radiations. Donc, du coup... Alors non, ça on le sait pas. Non, ça on le sait pas. C'est là que t'as été confus. On le sait pas. Mais nous on le sait parce qu'on a vu l'épisode. Mais oui, effectivement, les personnages ne le savent pas. C'est pour ça qu'ils toi, tu le savais pas non plus après avoir vu l'épisode 2 fois, je te rappelle. Oui, alors Guigui s'est endormi Je vais le dire, je vais être honnête. Je me suis endormi 2 fois en regardant l'épisode et j'avais compris le contraire de ce qui se passe dans l'épisode au niveau des radiations. Donc oui, merci de m'avoir mis sur le chemin de la vérité sur le Discord. Mais en tout cas, voilà. Ils étaient comme moi, ils savaient pas, et après ils s'en rendent compte au bout d'un moment. Et surtout, on suit Ortegas qui se rend compte que son poste de pilotage, il est super primordial parce que l'Enterprise, comme il est un peu à la dérive, il est carrément en danger. Et il y a qu'elle qui va pouvoir forcément s'en sortir, faire sortir l'Enterprise. Donc elle est bien aidée par l'ordinateur du vaisseau qui lui donne des informations, qui lui dit qui elle est, ce qu'elle doit faire. Et bien sûr, elle se rend compte que instinctivement, elle arrive à piloter le vaisseau. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ces séquences ? J'aime bien l'idée, l'exécution est trop Coursman. Je sais pas, trop mélo quoi. Enfin, je pense qu'on aurait pu faire un truc plus sobre et qui fonctionnait pareil. Si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça un peu trop poussé dans j'ai des super pouvoirs, je connais instinctivement le pilotage et du coup les contrôles de mon vaisseau. Mais bon, pourquoi pas. Ouais, c'est ça qui est un peu gênant, c'est et ils essaient de le justifier tout au long de l'épisode, hein, parce que ça vient très tôt, l'histoire de la mémoire instinctive et tout. Mais c'est vrai qu'entre la mémoire instinctive, le fait qu'elle n'arrive même plus à lire, hein, parce qu'eux sont touchés particulièrement fort, parce qu'ils se retrouvent vraiment dans la ceinture d'astéroïdes qui génèrent ces radiations. Donc en fait, ils sont beaucoup plus impactés que même les gens sur la planète. Et le fait qu'elle arrive à repiloter le vaisseau, bon, faut mettre vraiment en veille son incrédulité, quoi. Mais why not ? J'ai pas été transcendé, mais j'ai pas trouvé ça honteux non plus. Alors qu'en parallèle, M'Benga, il a pas les mêmes instincts vis-à-vis de son métier. Enfin, il sait qu'il sait des choses, mais il n'arrive pas à en faire quoi que ce soit. Chapelle le dit, elle dit je pourrais probablement réparer, penser une plaie, je sais pas si ça te dit comme ça mais c'est pas grave, parce que je l'ai fait des milliards de fois mais je pourrais pas faire une opération chirurgicale. Maintenant, est-ce que piloter l'Enterprise ça ressemble plus à une opération chirurgicale ou mettre un pansement sur une plaie? C'est là où le scientifique en moi a un peu de mal à croire que ça soit aussi simple que de mettre un pansement sur une plaie, si tu veux, quoi. Mais bon. Surtout ce qu'elle fait, c'est des trucs qui sont complètement pas habituels. Ouais, c'est ça le problème, justement. C'est-à-dire que c'est là où Manu dit, je pense que c'est à ça qu'il pense. C'est-à-dire qu'en effet, tu vois, si son tout, ça avait été de mettre ça aurait pas été super cinématique, mais tu vois, de se barrer de la ceinture d'astéroïdes, ok. Tandis que là, elle te fait un pilotage à la Millennium Falcon, elle tire sur le milieu de l'astéroïde, elle rentre en milieu et tout. Donc, elle te livre une partition, c'est du Mozart du pilotage, quoi. Bon, bah voilà, c'est difficile de croire que tout ça se relève de la mémoire instinctive, quoi. Ou alors c'est qu'elle est vraiment un super pilote. Mais oui, c'est ça que ça nous montre, hein, qu'en fait, c'est une pilote exceptionnelle. Enfin, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas parce qu'elle a une grande gueule et tout, mais bon, moi, ça me fait penser à Tom Paris, hein, dans Voyager. Lui aussi, il avait une grande gueule. Il faisait aussi un peu son frimeur. C'est pas grave, quoi. Ça en faisait un personnage attachant. Voilà, moi, je trouve que c'est un peu pareil. Moi, je l'aime bien parce qu'elle me rappelle Vasquez dans Alien 2. C'est pour ça que je l'aime bien. Mais c'est pas une très bonne raison. Je suis pas d'accord avec toi, Guigui, parce que pour moi, Tom Paris, il est détestable au début. Et il apprend à devenir autre chose. Oui. Alors que elle est... je comprends pourquoi elle est détestable pour certaines personnes, mais c'est dans la façon dont elle est représentée, dans la façon dont c'est forcé de temps en temps qui fait que c'est détestable. C'est pas un personnage détestable, en fait. C'est moi, je la trouve personnage. Ouais, je la trouve super attachante. Et du coup, du mal à comparer avec Tom Paris là-dessus. Tom Paris, il a évolué, alors que là... Oui, Tom Paris, au début, c'était un peu un connard. Et il devient plus sympa avec le temps, en côtoyant justement le reste de l'équipage. Il apprend des choses, il se fait remettre... il perd des rangs de temps en temps, au moins une fois, c'est important, quoi. C'est cette saison aussi, Voyager, c'est pas pareil. Ouais, on est qu'à la deuxième. Là. C'est vrai. Et en plus, cette saison de 20 et quelques épisodes. Hein. Et on est qu'au 14e épisode, ce qui n'est pas beaucoup, c'est vrai. Bon, en tout cas, pendant ce temps-là, sur la planète, il y a Pike, il est prêt à défoncer Zacharias. Il a réussi son petit putsch, facile, avec un plateau à dessert pour se protéger des tirs de Zach. Ça marche super bien. Et puis, du coup, il lui pète la gueule, il le défonce. Il cherche absolument ce fameux coffre aux souvenirs. Puis l'autre, il lui dit « Non, mais c'est une légende, ça n'existe pas, c'est pas comme ça que ça marche. » Et là, il y a Pike qui est vraiment furieux, et puis donc, il est prêt à le buter quand même.
jusqu'à ce qu'il se rappelle qui il est. Et ça, j'y crois plus que les skills de pilotage. Mais ça pose question, en fait. C'est-à-dire, est-ce que, fondamentalement, Pike, c'est un gars violent qui serait prêt à buter un gars comme ça parce qu'il est énervé, et que, du coup, se souvenant un peu de comment dire, son éducation de Starfleet, de la Fédération, l'en empêche quand il réussit à s'en souvenir, ou... Enfin, c'est un peu bizarre, je trouve, non? Moi, je trouve ça un peu bizarre dans le côté méta de la chose, vis-à-vis de Picard saison 3 avec Data. Ou dans Picard saison 3 avec Data, tes souvenirs constituent ce que tu es. Et là, en l'occurrence, ça nous montre que Pike reste un peu ce qu'il est malgré son absence de souvenirs. Bah, pas sur la fin, puisqu'il est prêt à tuer Zach. Bah, il le fait pas. Il le fait pas parce que on voit qu'il y a un switch. À un moment donné, il se souvient. Au moment de le buter, ses souvenirs reviennent, en fait. Il a vraiment du bol, le Zach. Parce que quoi? Ça se voit qu'il y a vraiment un shift, quoi. Bah non, il s'en souvient pas. En fait, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'effectivement, on comprenne bien qu'il n'a pas retrouvé ses souvenirs et qu'il le bute pas. Et qu'après, ses souvenirs arrivent, alors que là, on comprend bien que c'est parce que ses souvenirs sont revenus qu'il ne le tue pas, en fait. Bah, Rousseau moi, je me suis pas endormi 2 fois devant l'épisode, alors je pourrais pas te dire. C'est bas, ça, c'est bas. À revérifier. Rousseau appelait ça de l'existentialisme, et moi je trouve ça très beau. Je crois que c'est notre expérience qui nous fait, et pas nous qui faisons notre expérience. Bah, c'est juste qu'il a appris à contrôler ses pulsions, c'est tout, en fait. Il n'est pas arrivé là par hasard, il n'est pas capitaine par hasard, et son premier instinct, ça va être de buter le personnage, et puis finalement, avec le... Ouais, donc vous pensez qu'en fait... tout ce qu'il a appris, intégré, et l'expérience... Souvenir ou pas souvenir, il se serait arrêté de toute façon, quoi. Ce qui dit bien après qu'en fait c'est... Ah non, c'est le souvenir qui parce qu'à un moment il y a ça qui lui dit ouais c'est la planète, elle sinon, te fait ça n'a aucun sens, te déglingue et tout, puis lui il dit non en fait elle nous montre qui on est vraiment en fait, au fond. Donc pour moi c'était bien clair qu'il était prêt à le buter parce qu'il n'avait pas ses souvenirs et que c'est toute son éducation starfleetienne, fédération, qui l'en a empêché finalement, les bonnes manières qu'il a apprises qui l'ont empêché de devenir un assassin. Non, mais écoutez, même par rapport à ce qui se passe en ce moment et tout ça, je trouve ça un message important de se dire qu'on ne peut pas, dans le comportement des uns et des autres, on heureusement peut pas qu'il y a Starfleet pour humaniser les gens. Et de tes valeurs et de la façon dont la société... Je sais pas, je trouve ça un beau message, moi, j'ai un message auquel je crois, en tout cas. On n'est pas violent, c'est ton expérience qui te rend plus ou moins violent ou plus ou moins bon, quoi. Jean-Jacques Rousseau, ouais, je connais. Plutôt Sartre, d'ailleurs, que Rousseau, en y repensant, mais voilà. Ok. Je trouve ça chaud que t'abordes ce sujet avec nous, Romain, alors qu'il y a Marie-Paul et moi. J'ai bien vu comment t'as navigué en ne disant trop rien sur le positionnement. Bah, pour le coup, je prends pas une position. J'ai pas envie qu'on fasse 3 heures de podcast, alors je me tais. Alors par contre, il y a quand même un truc que moi qui m'embête un petit peu dans l'épisode. Alors, c'est vrai que je l'ai bien aimé, c'est vrai que je me suis endormi, mais quand même, il y a des questions que je me pose. C'est qu'en fait, quand le gars, le vieux, là, qui voulait pas se souvenir, et malgré tout, il récupère ses souvenirs. En fait, il faut quand même s'imaginer que ce gars-là, pendant des années, des décennies, il a eu des souvenirs, enfin, comment dire, une collection de souvenirs de journées disparates, empilées les unes derrière les autres, et comment ça s'intègre, en fait? Parce que c'est comme si tu avais plein de personnalités peut-être à intégrer d'un coup, parce qu'on peut imaginer que d'un jour à l'autre, ils devaient être différents, peut-être, je sais pas. Enfin, la question n'est pas vraiment posée, donc peut-être oui, peut-être non, peu importe, mais je trouve que on passe trop facilement là-dessus, en fait. On devrait approfondir le sujet. Crois-le ou non, mais c'est une question que je me pose à chaque fois que je vois Dory dans Finding Nemo. Et je rigole pas. À chaque fois, je me dis, mais du coup, ça veut dire quoi, en fait? C'est-à-dire que si elle oublie la mémoire courte, comment elle peut avoir une mémoire longue, etc., etc. Et je suis pas sûr que la réponse soit aussi simple que ça en ait l'air. Ouais, alors on a des psychologues qui nous écoutent dans le podcast, là, parmi notre auditoire, donc on veut bien leur avis. Moi, j'aimerais bien avoir un avis sur quel impact physique a la réintégration de toutes ces années de mémoire oubliée. Comment est-ce que superposé surtout. Tes synapses, ouais, comment t'arrives à gérer? Comment est-ce que t'exploses pas de migraine absolue, t'es pas terrassé, enfin je sais pas, t'es pas épuisé, tu t'évanouis pas. Il a peut-être pris une aspirine juste avant, c'est bon. Pour le coup, ça fera un bon épisode à la Cannes. En effet, tu vois, genre ils sont partis, bon, on les a bien aidés et tout, et en fait ils reviennent 2 mois plus tard, ils se rendent compte que les mecs sont devenus complètement fous, tu vois, ils sont étripés et tout parce que leur cerveau n'a pas supporté ça fera une bonne suite à cet épisode. En fait, c'est un peu
la question de comment tes chemins neuronaux, enfin, si tes chemins neuronaux se reconstruisent à chaque fois, qu'est-ce qui se passe quand ils se superposent à la réintégration, quoi. Et alors là, en effet, tu dois devenir fou, probablement. Ah, mais la migraine que tu dois t'as plus de logique surtout. interne, en fait, si... Mais comment tu peux être quelqu'un... Enfin, comment ta personnalité, elle peut exister, en fait? Après, on en a parlé hors antenne, mais moi, j'ai pas vu ça comme une perte de mémoire au sens où on l'entend habituellement. J'ai plutôt vu ça comme une sorte de méga brouillard, en fait, qui t'empêche de penser correctement, en fait. Et je pense que si tu le perçois comme ça... non, ils oublient. C'est pas un méga brouillard, Romain. Ils oublient. Et si c'était un méga brouillard, ils seraient pas capables de fonctionner au bout d'un moment. Et lui-même, ça changerait rien parce que ça veut quand même dire que les mecs, ils ont vécu à chaque fois des journées... où ils se souvenaient pas de ce qu'ils avaient fait la veille, et quand t'empiles ça des centaines, des milliers de fois, comment tu peux avoir vraiment vécu, tu vois, comment, parce que ça fait comme, on imagine, une personnalité par jour, peut-être. Bah, est-ce que c'est pas mettre en parallèle avec les mécanismes qui sont mis en place par la maladie d'Alzheimer, puisque j'ai l'impression que... peut-être, oui. Enfin, je sais pas, je n'y connais absolument rien, et je n'ai personne dans mon entourage qui souffre de cette maladie. Donc je peux pas dire, mais est-ce que, voilà, tu oublies régulièrement, en fait, tu oublies beaucoup de choses en permanence. Alzheimer, je sais pas. T'as un oubli décroissant, c'est du présent vers le futur, du présent vers le passé. C'est-à-dire que en général, les gens ils se souviennent de leur passé pendant longtemps avant de... Et c'est la mémoire immédiate ou récente qui est la principale impactée. En tout cas, voilà, ces questions-là, moi je trouve qu'elles auraient été vraiment intéressantes à développer, et c'est dommage qu'il n'y ait pas consacré plus de temps d'antenne à ça, justement, qui sert un peu le sujet global de l'épisode, plutôt que d'autres trucs, quoi. Mais bon. C'est toujours un peu dommage. Je sais plus, je crois que c'était Céline sur Twitter qui disait qu'elle trouvait que Strange New World c'était sympa, mais qu'elle était un peu déçue que la série ne la bouscule pas plus, comme par exemple un épisode de Voyager avec Tuvix. Hein, un exemple pour ne citer que celui-ci, quoi. Mais, parce que t'as un dilemme moral à un moment. Voilà, un dilemme moral dont on parle 30 ans après encore, quoi. C'est pareil, dans l'idée, en fait, ça fait penser... l'épisode où Kirk veut une vie alternative parce qu'il oublie ses souvenirs sur une planète à cause avec des Indiens. Totem, là, avec les Indiens. Ah oui, alors là. Et The Inner Light, où là il l'oublie pas, mais du coup il a une nouvelle vie qui va être réintégrée à la fin. Ça on en a jamais trop reparlé, mais Picard, il a eu une famille, quoi. Il a une famille, il a le souvenir de ça. Ouais, et dans The Inner Light c'est moins gênant parce qu'il y a une phrase à la fin, je saurais pas te la citer exactement, mais où Picard t'explique qu'il a l'impression que c'est comme un souvenir encapsulé, en fait, que c'est pas quelque chose qui prend autant de place dans son... Il y a une phrase qui l'explique, enfin, tu sens qu'ils se sont posé la question. Exactement. Par contre, t'as un épisode de Deep Space Nine que moi je n'arrive pas à regarder, où tu sais, Miles reste genre toute une vie en prison, et pour le coup, à la fin de l'épisode, ils se rendent compte que c'est une prison du futur où le temps passe sans que le temps passe, si tu veux. Mais par contre, à aucun moment il t'explique que justement c'est encapsulé, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, le mec revient dans l'épisode genre comme une fleur, enfin dès l'épisode précédent, il revient comme une fleur, alors qu'il a littéralement passé 100 ans dans une cage. En fait, et puis il a failli devenir vraiment fou, et il est devenu en plus il est devenu fou, il a tué un mec, atroce, où il a tué son meilleur ami, où il a vécu des trucs, des sévices horribles, et oui, c'est vrai qu'il est hardcore cet épisode. Il est vraiment pour le coup, d'un point de vue SF, c'est un super épisode, mais d'un point de vue continuité, il est impossible à accepter, en fait. Oui, parce que l'épisode d'après, tout va bien. Ah ouais, non, mais on n'en reparle jamais, quoi. Si je puis me permettre, j'ai oublié d'en parler en tout début de podcast, ça me permet de placer un Nick Paramount+. Il y a exactement ça avec un personnage de Prodigy en saison 1, et elle s'en souvient. Elle s'en souvient et ça a un impact sur le personnage, quoi. Dans Prodigy, on a ça. On a un personnage qui vit très longtemps, qui devient... qui du coup, c'est ce qu'il... Je sais plus son nom, mais... celle qui devient scientifique. Parce que c'est celle qui a... Rock, il y a les... non, c'est Rock, ouais. C'est ça, Rock Tac, ouais. Quand on a l'épisode avec... ils sont tous dans un... Déphasage temporel, c'est l'épisode 8, un phasage temporel différent, ouais, mais avec en plus, le temps se passe pas du tout pareil. Elle est dans celui où ça se passe très lentement, et du coup, elle vit très, 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 très longtemps. Je sais plus combien c'est, mais c'est très longtemps. Et on le sait pas, en fait. C'est suggéré que c'est très, très longtemps, oui. Mais dans la suite, c'est impliqué qu'elle s'en souvient, quoi. Elle a vraiment vécu ça, elle a évolué. Et c'était bien fait, du coup, dans Prodigy, donc Nick Paramount+.
C'est aussi ma scène préférée dans Interstellar où le personnage qui reste à bord du vaisseau est resté quasiment 20 ou 30 ans dans le vaisseau et du coup quand ils reviennent il est devenu très différent de ce qu'il était avant quoi. Il est devenu complètement renfermé et tout et c'est vrai que bon bah voilà quoi. Merci Star Trek Marina décide souvent d'ignorer c'est vrai c'est ça. Cette référence. C'est malheureusement le point noir d'Interstellar mais pourtant mais dommage. Mais j'adore ce film quand même, je lui mets 10 sur 10 quand même, mais le point, la planète qui ralentit, ce n'est pas logique. Pas scientifiquement pas logique, c'est juste pas logique qu'ils y aillent parce qu'ils devraient s'en rendre compte en fait. Exactement. et sinon, bah, du coup, on termine l'épisode avec Pike qui se remet avec la capitaine Battelle. Alors, justement, est-ce que tout ça pour ça, est-ce que c'était vraiment utile en fait? C'est vraiment poser la question. On a donné la réponse au début, c'est long pour ce que ça raconte. Ouais. C'est long pour ce que ça raconte. Ça aurait tenu un épisode d'une demi-heure. Mais ça, autant ils ont compris qu'ils pouvaient aussi bien faire 40 minutes qu'une heure, mais ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient faire une demi-heure aussi, par une plus encore. Ou alors, ils pourraient simplement développer les questions qu'on se posait précédemment, quoi, à la place. Après, c'est pas impossible que, genre, dans le futur, il y a un problème avec ceux qui ont vécu ça et avec leur mémoire et qu'il faille trouver une solution hein, dans un autre épisode, un épisode conséquence, quoi. On revient sur Rigel 7 ? Ouais, pourquoi pas. Non, pas forcément en revenant sur la planète, mais un trauma, en fait. Un trauma qui sortirait de ça et qui poserait problème et qu'il faille régler. Au sein de l'équipage, tu veux dire ? Cela dit, c'est un peu intéressant que tu parles de trauma parce que la revenue de tous ces souvenirs, potentiellement, par exemple, M'Benga qui a développé un syndrome post-traumatique de la guerre, il aurait pu avoir une réaction même s'il l'a accepté, il est beaucoup plus, il a travaillé là-dessus, etc. avant, mais là, le fait de tout remanger dans la figure alors qu'il avait tout oublié, est-ce que il y aurait pas, voilà. Bah, il y a une discussion justement, il y a une scène entre lui et Lan là-dessus parce que Lan, c'est pareil, elle a aussi un trauma assez lourd et les deux en parlent et sont vraiment sur la même longueur d'onde à ce niveau-là et visiblement, ils l'ont bien encaissé de récupérer leurs souvenirs. Parce que Lan, j'aurais laissé un psy sur Rigel 7, mais bon. Un psy sur Rigel 7, parce que je quitte à niquer la Prime Directive. D'ailleurs, je trouve que c'est un faux débat, la fin de l'épisode, puisqu'elle est déjà niquée, la Prime Directive. Pourquoi, au point où on en est, c'est pas enlever un caillou. Pour reciter Christopher Nolan, c'est un peu comme est-ce que la toupie tombe ou pas. Le film t'a montré que c'est pas son totem, donc on s'en fout en fait. Mais je sais pas, le vieux qui avait une famille, c'est pas... Enfin, lui, sa réintégration de souvenirs risque de faire mal, quand même. Bah, en même temps, il t'expliquait qu'il sentait la souffrance, il se rappelait juste pas trop pourquoi il souffrait, donc bon, je sais pas. Ouais, bah maintenant, il se souvient. Mais le fait de... Finalement, le fait de revisiter l'épisode avec vous, ça me fait reconsidérer l'épisode un peu à la baisse, je dois dire. Parce que je me rends compte quand même que ce qui manque à cet épisode, c'est finalement un message. Bah, le scénario il y est, mais c'est plutôt le pourquoi et le message en fait. Finalement, qu'est-ce qu'il raconte cet épisode ? C'est plus on en parle, moins c'est clair pour. Alors c'est peut-être parce qu'il est tard et que j'avais pas prévu de faire ce podcast. Parce qu'il est utilisé en partie pour Ortegas, pour montrer je suis un pilote dans le sang. C'est aussi nébuleux que la planète. Et pour Pike et son histoire d'amour. Ouais, mais qu'est-ce que ça montre alors ? Enfin, qu'est-ce que ça démontre en fait sur ces personnages ? Par contre, non, je suis d'accord avec toi, ça raconte rien. Ça se loupe là-dessus. Ça raconte rien parce que c'est vrai que ça évoque plein de trucs sur la mémoire. Il y a des pistes en effet sur en effet avec ce vieux monsieur, est-ce qu'il vaut, Eternal Sunshine of the Spotless Man, quoi, je recite. Sauf le message de Eternal Sunshine, il était très clair pour le coup, et le questionnement philosophique de Eternal était vraiment très très clair. Et en fait, je vois pas très bien comment. La morale, c'est Lan qui le dit, c'est qu'en fait, le poids des mauvais souvenirs, ça vaut quand même le coup parce qu'il y a les bons, quoi. Voilà, c'est un truc aussi con que ça, quoi. Ça va pas plus loin. Je suis d'accord, sauf qu'il y a aucun des personnages principaux qui se pose même la question. Tu vois, il y a aucun. Si, la Han et M'Benga, il y a un échange entre eux, mais c'est vrai que c'est très très bref et puis en fait, je suis d'accord avec Romain. Superficiel. Pour moi, ça ressemble à plein de petites idées philosophiques à partir du concept qui sont pas forcément déconnantes. Genre, en effet, le vieux, on va continuer de l'appeler comme ça, qui quand il dit qu'il a pas besoin de savoir pourquoi il est triste pour savoir qu'il est triste.
c'est intéressant. Philosophiquement, c'est intéressant. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un petit peu impactant, mais ça se construit pas dans un tout d'épisode, en effet. C'est un petit patchwork d'idées, et en effet, le fil rouge, on a du mal à le voir. Et tu vois, Mbenga, on a un peu oublié qu'il a perdu sa fille dans la saison précédente. Du coup, pourquoi ils n'ont pas utilisé ça, tu vois ? Enfin, à la limite, j'aurais mieux compris... Il fallait que l'un des personnages soit, pour rester sur ma métaphore, il fallait que l'un des personnages soit Jim Carrey, tu vois. Or, il n'y a aucun Jim Carrey dans le scénario, en fait. Ça me fait penser à un truc, c'est que, justement, c'est un défaut qu'on avait beaucoup cité dans la saison précédente, c'est que quasiment tous les personnages, ils ont une origin dans leur origin story, ils ont un trauma qui est fondateur. Et ben là, on a un épisode sur Ortegas, et ben là, pas ça. Et du coup, je trouve que c'est génial. Ouais, c'est cool, ouais. Ça je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, Manu, t'avais un truc à dire sur un truc que tu trouvais normal. Ah, mais oui. Oui, non, oui, en effet. Merci, Guigui, de me rappeler que j'avais un truc à dire. Oui, je me suis fait la remarque. Ortegas, elle se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, elle va à l'infirmerie. Enfin, on lui dit d'aller à l'infirmerie, quoi. C'est-à-dire, ou je sais plus si c'est elle. C'est Oura. Non, c'est Oura. Non, c'est Oura, voilà, c'est Oura. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a pas le trope, un des tropes qui m'énerve le plus dans toute la fiction, puisque c'est souvent le trope qui te sert à justifier le fait que quelque chose se passe pas. Ce qui est, je me rends compte que j'ai un problème, j'ai été mordu par un zombie, je le cache pas, peut-être que ça va bien se passer, quoi. Et heureusement, cet épisode nous montre que non, Starfleet est plus intelligent que ça. Oui, parce que là, c'est vrai que je te rejoins, j'ai trouvé ça sympa et rafraîchissant, paradoxalement, alors que ça devrait pas, parce que c'est logique, normalement. Non, ça devrait être normal. Tout le monde fait ça, normalement, dans la réalité. C'est même pas une critique du Star Trek d'habitude, c'est une critique de la fiction en général plutôt, parce que oui, en effet, dans Star Trek, on est relativement intelligent en général, sauf quand on a un commandant abandonné sur une planète qui pète les plombs, mais... Ouais. Bon, en tout cas, voilà, alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de cet épisode ? Qu'on l'aura oublié dans 6 mois. Ah, mais c'est à cause de l'astéroïde. Je le trouve toujours sympathique, hein. Je trouve qu'il y a des bonnes idées, mais en effet, c'est pas incroyable, quoi. Ouais, il n'y a pas de trucs énervants comme parfois. Non, c'est vrai. Il y a des super costumes quand même. Mais ça, j'en reviens à ma remarque que j'ai fait épisode 1, je crois. C'est un peu comme quand on dit au moins c'est beau, c'est-à-dire faut pas se contenter que ça soit pas énervant en fait. Oui, c'est vrai. Ouais, mais on en est là quand même, malgré tout. Non, mais disons que si c'est vraiment, comme le pensait Romain qui avait vu les 6 premiers, l'un des plus faibles de la saison, ça va, c'est pas dramatique. Mais en effet, manque un peu de substance, quoi. Manque d'un message un peu plus clair, manque d'un peu plus d'enjeux pour les personnages, et pas mal de perturbations sur la ligne, comme en effet cette relation amoureuse entre les captains, qui en soi n'est pas un problème, mais qui trouve une place un peu hasardeuse dans cet épisode. J'ai une question, faut que je revoie l'épisode parce que peut-être que je me fourvoie. J'ai eu l'impression à un moment, je sais plus si c'est pas en début d'épisode, où j'ai eu l'impression qu'on allait réexploiter la peut-être violence interne d'Mbenga, avec ce côté, il sait plus trop qui il est. Ouais, pareil. Et ce qui me rappelle un élément que j'ai vachement détesté dans l'épisode 1, du coup, je trouve ça toujours trop bizarre. Et j'ai peur que ce soit un truc sur le long terme, du coup. Ah, c'est sûr, hein, parce que là, il nous le rappelle, en fait, tout simplement, quoi. Oui, bah, il le dit lui-même, hein. Il me dit, Ouais, il lui dit, on me fait pas descendre en tant que docteur, mais en tant que mec qui sait casser les gueules, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, l'épisode d'avant, on le voyait se battre avec l'âne en entraînement, donc c'est quand même bien établi que Mbenga, c'est un gars qui s'est castagné, quoi. On peut d'ailleurs se poser la question si c'est pas pour ça que... Elle est bizarre, moi je trouve la scène de Pike qui se met à taper sur la gueule du mec, et tu peux te demander si ça n'avait pas été écrit pour Mbenga et que finalement ils se sont rendus compte que c'était quand même gênant, et enfin je sais pas, ouais, tu peux te poser pas mal de questions en fait. Je me rappelle plus, dans le lore, Mbenga, on sait qu'il est vivant à quelle époque encore? Ah, bah, la dernière fois qu'on le voit, c'est dans TOS, dans la saison 2, je crois. Ouais, donc il est vivant à l'époque de... Oui, il sera vivant jusqu'à la fin de la série, quoi. Je me rappelais plus, ouais. Spoiler! Non, parce que je commençais à avoir peur d'un arc à la... il meurt dans l'épisode 9, tu vois. Ah oui, non, ça, non. Lui, il est safe. Il paraît qu'on risque de faire un arrêt cardiaque avant la fin de la saison. Ah, avec l'épisode 9 peut-être d'ailleurs. Oui, il y a moyen. Oui. Avec l'épisode 9 qui sera une comédie musicale, oui, voilà, ça c'est possible. Bah, t'as la comédie musicale, il reste pas mal de trucs sympas, hein. Il y a le crossover avec oui, c'est quand ça? C'est l'épisode 7. Oh, c'est loin. Le 28 août qui passe, je crois, ou le 27. Juillet, tu veux dire, 28 juillet. Oui, juillet, pardon. Enfin, c'est le 27 et le podcast c'est le 28. Ouais, je sais parce que je suis sur le podcast du 21 et je me suis rendu compte que je suis jamais sur le podcast des bons épisodes. Ah, mais oui, grave, il faut que je démissionne. Oh, on n'en sait rien. Bah, moi, Romain et Nijita m'a dit que l'épisode 6 était bien. Alors... Ouais, là on n'est pas d'accord avec Romain en général, donc... Captain, incoming message.
Bonjour les amis, quel plaisir de vous retrouver. Alors, je n'ai pas pu être avec l'équipe du Quadrant Pop ce soir pour une petite urgence, mais j'étais vraiment de tout cœur avec tout l'équipage, surtout avec Romain Brami, qui bien sûr a parlé pour moi, mais je tenais à enregistrer cette capsule parce que j'ai beaucoup aimé cet épisode Old School Star Trek, de retour sur Rigel 7, la planète évoquée dans The Cage avec les premières aventures du Capitaine Pike. Et je dois dire que ce côté Old School Star Trek, je l'adore. Une planète inconnue. Il se passe quelque chose, l'équipage est affecté. Un ancien membre de l'équipage se retrouve à jouer les dieux sur cette planète et à dominer les autres. Le capitaine Pike fait les bons choix, fait les mauvais choix, se remet en question, risque de briser son couple, finalement se remet, fait des amendements pour récupérer celle qu'il aime. Et il a bien de la chance, parce que franchement, moi, à sa place, je ne l'aurais pas repris. Il s'est comporté comme un imbécile. Et enfin, j'ai adoré ce ciel kitsch à souhait, mais que j'adore. Ces tons de violet d'une planète inconnue où il se passe des choses mystérieuses. L'équipage est affecté par des pertes de mémoire. Oui, c'est old school. Oui, ça a été vu et revu dans la série originale. Ça a été vu et revu dans Next G. Mais peu importe. On retrouve Star Trek, on retrouve les scénarios tels qu'ils étaient écrits avec des nuances, avec les défauts des personnages. J'ai une pensée particulière pour Ortega qui devait partir en mission avec le Away Team, qui finalement doit rester à bord du vaisseau et qui finalement sauve tout le monde. Donc voilà, une mention spéciale pour elle. Je suis sûre qu'elle partira un jour en mission, comme le dit si bien Pike, et je compte sur lui pour qu'elle soit un jour membre du Away Team. Mais je dois dire que j'ai été un peu rassurée qu'elle ne parte pas, parce que je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai vu que l'épisode commençait avec son point de vue, je me suis dit red shirt alert. Donc ça m'a un peu rassurée, mine de rien, qu'elle reste. Spock est de retour dans un rôle un peu plus sérieux que le comic relief des 2 derniers épisodes, mais je pense qu'on peut s'améliorer dans le traitement d'un Vulcain. Chapel a été à peine entreaperçue dans cet épisode et elle mettait tout le monde en arrêt maladie. Moi, j'espère que je vais les revoir tous les deux dans un épisode chic et choc, peut-être plus si affinité. Pour résumer, cet épisode que j'ai beaucoup apprécié, ça m'a donné envie de revoir The Cage, le premier pilote qui n'a pas été accepté. Et là, mon côté old school Star Trek a explosé. J'ai adoré. J'ai revu The Cage, mais avec un plaisir. J'ai revu Jeffrey Hunter dans le rôle de Pike et j'ai passé un super moment. Donc, je ne peux que vous recommander cet épisode et d'enchaîner avec The Cage. Voilà. Bon visionnage, les amis. Program complete. Juste pour finir en termes d'actu, puisqu'on se parle du futur, au moment où on se parle, il y a le programme de Comic-Con qui tombe tous les jours, et au moment où je vous parle, ça sera peut-être différent demain, mais on a le programme du jeudi et du vendredi, donc il reste le samedi et le dimanche, et il n'y a aucune conférence Star Trek et aucune présence de Star Trek confirmée à Comic-Con. C'est pas un problème spécifique à Star Trek, parce qu'il n'y a aucune présence de aucune série majeure qui est confirmée à Comic-Con, pour une double raison de grève des scénaristes et de grève probable des acteurs à partir du 13 juillet, donc il est évident que les acteurs vont pas s'engager. Mais pour l'instant, Star Trek sera absent de Comic-Con 2023. Giraffe participera à un panel sur Star Trek à la Comic-Con. Mais un panel organisé par un panel de fans, eux-mêmes. Alors je sais pas par qui exactement, mais c'est un panel de fans en fait. Non, là, ouais, ok. Mais là, je parlais plutôt d'une présence officielle par un. Mais il me semble quand même que les acteurs de Strange New Worlds étaient quand même pressentis pour être là, quoi. Et figurez-vous que je suis en train de voir une capture d'écran sur Twitter en ce moment même de Château Giraffe. Picard. Le Château Picard, exactement. En fait, et c'est bien du Bourgogne, hein, là je le vois. Donc en fait, pendant que Pike sert à la Capitaine Battelle, donc du Château Picard. Donc visiblement, ce n'est pas un vin si dégueulasse. D'ailleurs, on en a goûté la semaine dernière. C'est pas dégueu du tout en fait. Hein. Non, mais c'est un magnifique Bordeaux, mais c'est un Bordeaux, c'est pas un Ouais, et on en avait pas le dimanche.
Ah non, c'est un super. Non, Bordeaux. Yasmine, elle avait ramené les bouteilles le samedi et on a tout bu. Bah non, j'en ai eu à la maison, elle m'en a offert une. Ah, donc mais oui, la c'est prochaine vrai. fois que vous venez à la maison, Romain qui l'a. on la boit. Merci encore Yasmine. Et c'était pour mon birthday qu'elle me l'avait offert d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, et par contre, Girafe fait remarquer que la bouteille qu'il y a, c'est une bouteille à bouchon vissable. Donc elle se dit que soit le Château Picard, c'est vraiment de la piquette de merde, soit vraiment les gens n'ont plus aucun goût dans le futur et ils ont fait du vin à bouchon vissable. Plus de respect. Ouais, bah du coup, promo ou Rocco, Manu? Je me suis lancé dans 6 Feet Under récemment. Ah, c'est vrai, t'avais jamais vu? Ah putain. J'ai vu les 3 premières saisons il y a génial. 20 ans du coup sur Canal, première diffusion Canal, donc c'est 2001 ou 2002 la première 2001, c'était Canal Jimmy, première diffusion. Non, Canal+, je l'avais moi en tout cas. Donc, Ah ouais? Ouais, mais c'était Canal Jimmy antérieur à... Il a raison. Canal Jimmy antérieur à Canal+. Bah moi c'est première diffusion Canal+, donc 2001 ou 2002, laissez-moi tranquille. C'est autre chose Déjà que l'épisode d'hier d'un c'est point de important, vue philosophique et raisonnement. Ah ouais, c'est vrai que Six Feet Under, voilà, c'est une de mes séries préférées. Je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie devant une série. Ah c'est chaud, hein. Là je suis, il m'en reste 3 dans la saison, alors je les avais déjà vus vu que j'ai vu les 3 premières, je savais à quoi je m'attendais, mais du coup je les mate avec un pote, je les mate avec Alfro, et il découvre, tu sais quand il y a des gamins qui vont arriver, des choses comme ça quoi. Pour le final, ne le regarde pas seul, et prévois des mouchoirs. Et philosophiquement, ouais, c'est déjà très puissant dans la saison. Mais je me souvenais que c'était bien, je me souvenais pas à quel point, en le voyant à 36 ans, ça serait déprimant par contre. Ah oui, carrément, ouais, c'est clair. Moi, j'avais envie d'écrire un épisode de Six Feet Under rien que pour l'intro. Rien que pour Ah bah écrire oui, une intro clair. de Six Feet Under. C'est mon rêve absolu, en fait. Et sinon, t'as des podcasts Tortue Ninja, là, j'ai vu. Ouais, j'en ai un qui est sorti hier, au moment de cet enregistrement, sur... en fait, il y a des micro-séries qui sortaient en début de publication à IDW, donc entre 2011 et 2014 peut-être, avant qu'il y ait une autre série parallèle, et c'est sur les héros et les vilains, donc il y a 8 héros et 8 vilains qui sont dans 2 tomes regroupés chez iComics, Heroes and Village je crois, les tomes respectifs. Le Heroes vient de sortir, du coup on a traité les 2 là, donc c'est l'équivalent de 16 singles qu'on s'est relus pour ça, donc bon podcast, en plus c'est relativement bien quand même, comparé à beaucoup de mini-séries à côté. Et toi Marie-Paul? Je suis en train de lire la trilogie Silo de Hugo Weaving, dont est adaptée la série télé Silo sur Apple TV. Et je crois que Manu avait bien aimé. Moi, je trouve que le roman fonctionne mieux et je suis un peu interrogée par certains choix qu'ils font dans l'adaptation. Ouais, je suis assez... On regarde à 2 et on est assez dérouté par les choix narratifs qu'ils ont fait sur les personnages, sur le développement des personnages. C'est chelou. Bon, après, il y a des trucs hyper intéressants et c'est cool de les voir quand même à l'écran. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, je trouve que c'est très prévisible. Enfin, j'avais anticipé beaucoup de choses. Ouais, tout à fait. beaucoup de choses. C'est moins prévisible, je trouve, que... je sais pas si vous avez vu The Crowded Room, je crois que ça s'appelle. Sur Apple TV aussi, que j'ai regardé. Il y a 6 épisodes qui sont sortis, je sais pas s'il y en a plus, j'imagine que oui parce que on est un peu sur la fin là, on reste sur sa fin pardon, et j'avais deviné le twist au premier épisode, j'étais un peu déçue. Bah moi je suis partagé entre Amanda Seyfried et le plot qui a l'air pas incroyable. Elle est vraiment chouette, lui est assez incroyable. Le plot est très prévisible, donc si vous avez envie de regarder un truc un peu polar, enfin là c'est pas polar, c'est polar psycho on va dire, que vous savez pas quoi regarder et que vous avez envie de pas vous prendre la tête, ça se regarde très bien. Mais il y a beaucoup d'autres choses, je pense, bien meilleures qui peuvent être vues avant ça quoi. Mais lui est incroyable par contre, cela dit. Recommandation en avance, mais le 13, du coup, je crois que c'est jeudi la semaine prochaine. Il y a la nouvelle saison de What We Do in the Shadows qui commence, donc ça doit être diffusé sûrement le vendredi sur Canal, quoi. Super, donc c'est la saison 5 si je me trompe pas. Ouais. Ah génial, j'ai hâte. Ah super, ça fait plaisir. Et il y a aussi la nouvelle saison de Futurama qui devrait bientôt débarquer. Le 24 juillet. La série la plus annulée du monde. Ouais, tellement hâte. Super. Et toi, Romain, qu'est-ce que tu recommandes ou promouvois ? Je vous recommande très vivement une série sur Netflix, non, pas le Trône de Fer, mais une série sur Netflix qui s'appelle Sanctuary. C'est une série japonaise qui se passe dans les milieux des sumotori au Japon. C'est un genre de shonen, mais en version live. C'est même pas un genre, c'est pur shonen en version live. Probablement, j'avoue que je sais pas, mais vraiment je kiffe chaque épisode et je trouve ça vraiment mortel, donc regardez Sanctuary. Eh ben c'est noté. Alors donc merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de mettre donc 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez.
que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook et sur notre site podcast.lecadranpop.fr. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Program complete.